la question que je vous posais, Thomas, pourquoi les dates de la présidentielle, et ça fait causer, ne sont-elles pas fixées ? C'est à l'étude. Le Premier ministre a transmis au Président de la République 2 dates possibles, soit le 11 avril 2027, soit le 18 avril 2027 pour le premier tour. C'est au Président désormais de prendre cette décision. Ça doit ensuite être entériné en Conseil des ministres et ensuite ces dates seront officielles. Alors je vois les spéculations en effet passer sur l'absence de date officielle pour le moment. C'est assez étonnant. Pour vous donner un titre de comparaison, un élément de comparaison, en 2016, c'est au mois de mai 2016 que les dates de l'élection présidentielle de 2017 avaient été fixées. Donc on a un peu de retard sur ce calendrier-là. Je n'ose croire qu'on le saura d'ici quelques temps. Puis alors on a vu passer, je le dis aussi parce qu'on a vu passer une photo d'Emmanuel Macron avec un maillot de l'équipe de France floqué du nombre 27. En fait, c'était parce qu'il y a 26 joueurs sélectionnés et qu'il était le 27e. Il ne fallait pas y voir une référence, à mon sens, à l'élection présidentielle, puisque Brigitte Macron avait, elle, le numéro 28. Il compte peut-être démissionner au bout de 6 mois. C'est possible. Bon, c'est étrange. C'est étrange et c'est vrai qu'il y a une forme de défiance qui se met en place avec Emmanuel Macron sur certains sujets. Bien sûr, donc ça interroge. Bon. Si on se pose la question, c'est peut-être aussi parce que beaucoup de Français estiment que le meilleur service à rendre à la France, c'est que M. Macron s'en aille et le plus vite possible. Et oui, mais il ne va pas partir. Mais j'ai vu qu'il y avait des rumeurs disant qu'il pourrait accélérer le calendrier. Mais... Alors, c'est vrai que cette année, c'est une année perdue. La France est bloquée. Ça fait même un quinquennat perdu quasiment. Oui, bien sûr, mais bon. Non, mais ce qui est vrai en revanche, c'est que le choix des dates de l'élection présidentielle a un impact très direct sur les élections législatives qui pourront être convoquées ensuite par le président ou la présidente élue, parce qu'il y aura forcément une dissolution, on l'imagine. Et de là, la majorité qu'obtiendrait ce président ou cette présidente, ça peut changer. Il dit à ses interlocuteurs qu'il prépare quelque chose. Avant la fin de son deuxième ? Il dit qu'il prépare quelque chose de spectaculaire. Ah oui. Donc, je ne sais pas ce que c'est que... Si vous avez des informations... non, pas spectaculaire en tout cas. Je dois dire que de l'Élysée, j'en ai de moins en moins. Pour tout vous dire. Non, mais quand vous parlez... Je ne suis plus dans la friture sur la ligne. Je ne suis pas dans la confidence. Quand vous parlez aux macronistes, de la première heure, ce qui me stupéfait, c'est qu'ils disent qu'il peut tout faire. Ouais. Oui, mais ça veut dire quoi, il peut tout faire ? Y compris l'utilisation de l'article 16, il peut tout faire. C'est eux-mêmes qui le disent. C'est pas nous. Bon, oui, mais ça, c'est pas gênant. C'est quand même troublant. Pardonnez-moi, c'est quand même troublant que les macronistes de la première heure vous disent qu'il peut tout faire. Non, mais l'article 16, il est dans la Constitution, mais là, il peut pas faire il ne peut pas prolonger son mandat. Non. Il faut des conditions. Il y a des conditions. Mais les conditions, c'est les conditions. Les conditions, t'en fais ce que tu veux. C'est la menace de l'intégrité du territoire. Voilà. Ça veut dire une guerre, quoi. Non, mais vous qui se profile. Je sais plus. C'est marqué des guerres, il y en a. Et que dites-vous, Charlotte ? À mon avis, ça fait longtemps que l'intégrité du territoire est menacée. Mais, bon. Mais Emmanuel Macron s'en est pas rendu compte. Donc. Vous savez, quand vous avez autant de personnes qui rentrent chaque année sur le territoire français, effectivement, oui, mais ça en tout cas, il ne peut pas prolonger son mandat, a priori. Non, alors, rappelez-vous, Richard Ferrand, à l'époque, avait soumis cette hypothèse-là d'un troisième mandat pour le président de la République. Ça avait provoqué un tollé. Je crois qu'il a fait machine arrière. Mais il est désormais président du Conseil constitutionnel. Que voulez-vous dire ? Il teste tout. Non, mais il teste tout. C'est-à-dire qu'il y a des ballons d'essai, parce que Richard Ferrand n'a pas fait ça seul, pardonnez-moi. Donc, pardonnez-moi, il teste tout, voilà. Et il regarde si c'est possible, pas possible, jusqu'au bout, quoi. Ça veut dire quoi, il teste tout ? Qu'est-ce qu'il teste ? Il teste justement si... Il teste de rester en place Oui, non, mais attendez. Après... Quand vous avez été... pris cette décision totalement baroque de dissoudre, contre l'avis général, contre l'avis de tout le monde, ce qui était d'une aberrant et qui montre l'impasse politique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, moi, plus rien ne m'étonne. Je suis comme les macronistes de première heure, pour le coup, là, cette fois, plus rien ne m'étonne, c'est possible. Écoutez, revenons à l'actualité avec les rassemblements d'hier, parce que c'est pas rien. Ce qui se passe en France, on peut, Gérard Carreau, qui regarde ça avec beaucoup d'acuité, bien sûr, il y a 160 rassemblements. Alors, des rassemblements qui ont été récupérés par l'extrême gauche à Paris, et notamment les Femen qui étaient là, qui en veulent à Gérald Darmanin et qui veulent régler sans doute un compte avec Gérald Darmanin. Mais en province, c'était des rassemblements assez différents. C'était une France plus populaire, c'est-à-dire une France profonde. Je parle Valérie Benaïm. Mais ça me fait penser à l'affaire Dutroux qui avait rassemblé 300 000 personnes, souvenez-vous, dans les rues de Bruxelles. Et derrière, il y avait eu
toute une réforme mise à plat. On avait notamment fondu les gendarmes avec les policiers. Enfin, il y a eu vraiment une réforme qui a été faite derrière. Je pense que l'affaire de cette pauvre petite Liana va obliger à ce que tout se mette à plat et peut-être une réforme de fond en comble. Les rassemblements dans 160 villes, voyez le sujet de Julia Ferrand, voyez-le et écoutez-le sur l'antenne d'Europe 1, puisque nous saluons chaque matin nos amis les auditeurs d'Europe 1. Les yeux bandés de cette statue du palais de justice d'Auch. Une image forte, celle d'une justice aveugle, complice, pour les centaines de personnes rassemblées hier soir. Dans plus de 160 villes, des milliers de citoyens se sont donné rendez-vous devant les tribunaux de France pour dénoncer la responsabilité de l'État et le laxisme de la justice dans l'affaire Liana. Devant le palais de justice d'Auch, une voisine de Jérôme Barella, suspectée du meurtre de la collégienne de 11 ans, est venue témoigner de sa colère. Je suis là pour soutenir bien sûr la famille, mais surtout pour la colère. Pour montrer qu'on en a ras-le-bol et que les gens comme ça ne devraient pas circuler autour de nous, parmi nous, et en toute impunité. À Agen, au moins 1 millier de personnes, dont des enfants, se sont réunis devant le palais de justice, où le parquet est chargé de l'enquête sur la mort de Liana. Plus de 800 personnes étaient également présentes à Lyon devant la cour d'appel du Rhône. Tandis qu'à Paris, malgré l'interdiction de la préfecture de police, le rassemblement a bien eu lieu devant le ministère de la Justice, place Vendôme. Le drame absolu de la mort de Liana, malheureusement, n'est pas un fait isolé. Il révèle des dysfonctionnements, des problématiques systémiques de refus de prise en charge et de compréhension des violences sexuelles dans notre société d'une manière générale et particulièrement celles qui sont subies par les enfants. Sous les fenêtres du garde des Sceaux, le slogan « Darmanin démission » était scandé par le cortège, constitué de 1200 personnes selon la préfecture de police. Et je vous propose d'écouter des anciens collègues de Jérôme Barella. Vous savez qu'il était dans une école. Alors, je ne sais pas précisément d'ailleurs ce qu'il faisait. Agent d'entretien. Voilà, agent d'entretien. Et il était au contact des élèves, tout en étant agent d'entretien. Et vous avez beaucoup de collègues qui ont pris la parole, et notamment celui-ci que vous allez entendre à l'instant. Il est arrivé en janvier 2019. En qualité de contractuel, je fais connaissance avec un nouveau collègue de travail, j'échange avec lui, on discute, machin. Il communiquait pas trop avec nous, il communiquait beaucoup avec les élèves, qu'avec les jeunes filles. Les gosses, ils sortaient prendre le petit déjeuner pour 7h, de 7h à 8h, et ça passait à la chaîne comme ça. Avant que les gosses arrivent, il avait un visage lambda, mais dès que les gamins commençaient à passer, son visage, ses yeux, ils scintillaient, il était comme un gosse qui ouvre ses cadeaux de Noël. Il était tout excité. Jamais je l'ai entendu faire un compliment aux garçons, mais toujours aux jeunes filles. T'as un joli maquillage, t'es élégante, t'es mignonne, cette tenue te va bien. Quand il parlait aux élèves, souvent il se mettait à l'écart et il leur parlait tout doucement. Très proche. Le moindre des choses, tu laisses une distance raisonnable avec l'élève et tu parles à haute voix. Tu parles à haute voix, tu parles pas tout doucement. Quand j'ai vu ça, je me suis rapproché et je l'ai entendu dire à une jeune fille, ma femme est enceinte, nous n'avons plus de rapport sexuel et je dors sur le canapé. La petite, quand elle m'a vu, elle est partie. Lui, je lui dis, écoute, ça va trop loin. C'est pas des choses qu'on dit aux élèves. Jérôme, arrête. Et là, son visage de suite s'est changé. Il n'y avait plus le petit scintillement dans les yeux qu'il avait auparavant. Il est devenu très sombre. Je lui avais déjà dit auparavant que c'est pas bien de complimenter trop les enfants sur leur tenue, sur ci ou là, parce que ça peut très mal être perçu. Quand je lui ai signalé ce fait, très vite, j'ai eu des problèmes après. Mais une chose est sûre, c'est qu'il s'est senti démasqué à ce moment-là. Ça, c'est un témoignage quand même important, parce que est-ce que ce témoignage est remonté jusqu'à la direction de l'école? Est-ce que cet homme a... Oui, il a été licencié. Donc, il y a là, pour le coup, il y a un examen administratif. Alors, c'est pas pénal. Et par ailleurs, ce monsieur, il est inscrit au TAJ. Il a déjà 2 inscriptions au TAJ, même si ça n'est pas allé au bout. Donc c'est pour ça qu'on est dans une interrogation. Comment ce monsieur qui est licencié d'un lycée de façon administrative... Oui, mais il retrouve à d'autres lycées, manifestement. Il était en place. En tout, il y a 9 signalements et plaintes. Oui. 9 signalements et plaintes depuis 2017. Oui. Il est inscrit au TAJ. À minima, quand il y a une maman qui se présente avec sa petite fille et qui incrimine ce monsieur, on s'interroge pourquoi il n'a pas été entendu. Alors, autre témoignage, je précise qu'il était en place dans une école et que l'ancien collègue que vous venez de parler s'est
avant le licenciement. Hein, quoi. Il n'est pas dans l'école où il a été licencié, qui était une affaire après, précédente. alors, vous voulez dire. C'est un collègue là récent, quoi. Bah ça, c'est un collègue, je pense, oui. qui est un collègue du moment. Oui. Et de la même manière, vous allez entendre un professeur de sport. Et c'est intéressant parce que ce professeur de sport, il dit il a un comportement gênant. Et c'est pas gênant, c'est un comportement déviant. Mais il ne le dit pas. Alors, je ne lui fais pas forcément le reproche, mais c'est vrai que chaque mot, là aussi, a un sens. Et écoutez ce prof de sport, ce qu'il dit. En début de séance, il avait un comportement qu'on considérait comme gênant vis-à-vis des enfants. C'est-à-dire qu'il était tout le temps avec, il jouait avec en permanence, etc. Voilà, il y a beaucoup d'adultes. On discute entre nous, les enfants jouent entre eux, on jette un œil sur eux pour pas qu'ils fassent n'importe quoi. Et d'ailleurs, y compris pendant les entraînements, on trouvait ça bizarre, parce que même s'il était avec ses filles, voilà, c'est ce qui a, moi, personnellement, désactivé un peu ma méfiance, même pendant les exercices, etc., il se mettait tout le temps avec les enfants. Et donc, on était obligé de le sortir des groupes et de lui dire « Viens t'entraîner avec nous, c'est avec nous que tu vas progresser ». Voilà, on lui disait, il faut pas que tu restes avec eux comme ça tout le temps en permanence. C'était en début de cours, par exemple, c'était des petits jeux, genre les enfants s'amusent à s'attraper entre eux, etc. Ben voilà, ils participaient à ça, de temps en temps de la lutte, etc. Mais voilà, des trucs, genre il était par terre, tous les gamins lui sautaient dessus. Et c'est vrai que tous les gamins l'adoraient, bien évidemment. C'est pas un comportement gênant, je le répète, là, c'est déviant. C'est-à-dire qu'il y a mais déviant parce qu'on a toute l'histoire, mettez-vous à sa place. Moi, je peux comprendre ce qu'il dit. C'est-à-dire, vous avez un agent d'entretien qui est avec des enfants en train de jouer, de lutter, oui. Mais c'est pas sa place. C'est pas sa place. Et l'adulte doit intervenir, me semble-t-il. Oui, mais c'est ce qu'il dit. Il dit on le sortait de là, mais bon, jusqu'à présent, lui, il a un gars qui joue trop avec les élèves et tout, et il dit c'est gênant. Et moi, je peux comprendre. Dans la vie, il y a parfois des situations. Vous avez des personnes, ils sont gênants. Vous savez pas trop quoi faire d'ailleurs de cette intuition parce que tant que vous n'avez pas plus que ça, c'est un peu compliqué. Donc je comprends l'utilisation du mot. Vous avez évidemment raison et a fortiori avec tout ce qu'on sait désormais, mais je peux comprendre l'utilisation de ce mot. Et d'ailleurs, en général, nos intuitions nous trompent assez peu sur ce genre de profil avec les enfants, je veux dire. La première impression est toujours bonne, surtout si elle est mauvaise, paraît-il. Oui, deuxième passage de ce coach sportif qui s'appelle Damien, et là, il rapporte quelque chose de tangible. Oui. À un moment donné, il s'est rapproché d'une élève et voilà, on sentait que là vraiment, on a commencé à se dire il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, très vite, je me suis dit, moi dans ma tête, c'était pas possible. Je me suis dit, il cherche à approcher la maman à travers la fille. Et je me suis trompé. Je l'ai appris malheureusement après qu'elle ait quitté le club. La maman est allée porter plainte en fait pour viol. Des viols qui se sont déroulés. Alors la mère me l'a bien précisé, toujours en dehors du club, etc. Elle me dit de pas m'en vouloir, mais c'est compliqué quand même parce qu'ils se sont rencontrés au club. Et voilà, en fait, il y a eu plusieurs viols apparemment à son domicile à lui. Cette petite, à l'époque, si ma mémoire est bonne, elle avait 10 ans. Et j'ai appris là, il n'y a pas longtemps, qu'une de mes élèves de l'époque, qui a arrêté maintenant, est allée porter plainte. Voilà, parce qu'une fois, il l'a ramenée chez elle et elle a eu droit à des messages insistants, etc. Voilà. À l'époque, elle avait 15 ou 16 ans. Enfin, je vous assure, c'est invraisemblable. Ce qu'on entend est invraisemblable. Mais ça montre aussi à quel point les prédateurs se fondent dans la masse et que ils sont extrêmement difficiles à repérer, même si là, il y avait énormément de signaux. Mais comme l'a dit Charlotte, parfois, on peut s'interroger et sur la légitimité d'aller signaler. Moi, je dis, si vous avez le moindre doute, il vaut mieux trop signaler que ne pas signaler. Si la personne, en l'occurrence, c'est une erreur et vous avez mal interprété, ce n'est pas grave. Vous avez quand même fait votre devoir. Il y a une idée qui a été émise hier par Carl Zero sur le plateau de Christine Kelly, qui à mon avis peut mériter qu'il y ait un débat, c'est moratoire sur la présence d'hommes dans les endroits où il y a des enfants. Dans le cadre du périscolaire, il parlait notamment du périscolaire, là aussi. Alors c'est très dommageable pour les hommes qui se comportent bien, qui sont, j'espère, la grande majorité de... Voilà, mais c'est pour moi une vraie question, un vrai débat, et c'est ce que j'entends beaucoup aussi autour de ça. Je pense qu'avant de faire un moratoire là-dessus, moi je pense que c'est simplement dans la façon dont on
on prend des hommes, ou des femmes d'ailleurs, mais en l'occurrence là des hommes, et qu'on les emploie. C'est-à-dire que, avant il faut faire une enquête. Aujourd'hui, il n'y a pas d'enquête qui est faite. C'est-à-dire que vous êtes le copain d'un ami et vous avez le poste. Mais non, parce qu'on manque de place. Donc on prend le tout venant. Non. Joseph Massé-Scaron. Moi, je pense que nous n'avons pas, plus aujourd'hui, on a nos anticorps contre la pédophilie. Pourquoi ? Parce que nous avons eu des décennies de discours qui ont permis en France, d'une manière sourde, permanente, pas simplement d'ailleurs à la gauche de la gauche, mais vous êtes ça, c'est pas là pour le coup, c'est pas une question de gauche-droite, hein, mais vous avez eu en permanence des discours qui ont permis d'une manière sourde la sexualisation de l'enfant, et il y a un certain nombre de choses qui paraissaient en effet gênants et non pas pervers. Moi, je suis frappé par ça, parce que vous n'avez pas que ça quand même. Hein, lorsque vous parlez de Carl Zero, vous en parlez avec lui, il sonne le tocsin depuis longtemps, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi, vous pouvez reprendre en effet l'affaire Epstein, ce qui se passe à Paris, enfin le scandale total de ce qui se passe dans Paris, le périscolaire. Ça devrait être un énorme scandale. Madame Hidalgo et Monsieur Grégoire devraient être entendus. Enfin, pour moi, c'est tellement de l'ordre de l'évidence. Et il y a quelque chose de sourde, et en effet, il faudrait, à mon sens, une réaction extrêmement forte pour arriver à nous débarrasser de décennies d'un discours permanent. Charlotte ? Pardon, mais ce à quoi s'ajoute, parce que franchement, quand on voit notamment le périscolaire, il y a des profils, et là, je crois qu'on est dessus du prédateur absolument de bout en bout, etc. Vous avez, alors le périscolaire, je ne connais pas tous les profils, mais vous avez de plus en plus, en tout cas, peut-être qu'elles nous apparaissent, mais d'affaires de comportements sexuels dramatiques, notamment vis-à-vis des enfants. Quand vous parlez aux psychologues, ils vous disent le rôle de la consommation de pornographie là-dedans est très important. Pourquoi ? Parce que c'est assez simple le fonctionnement. Quand vous consommez de la pornographie de plus en plus tôt, le but initial de la pornographie, c'est de s'exciter. Eh bien, vous avez besoin de choses de plus en plus trash pour vous exciter, parce que vous n'êtes plus excité par quelque chose une relation normale, on va dire. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais et ils vous disent, plus les années passent, plus vous avez besoin, mais les recherches, c'est hardcore. Je ne vais pas donner d'exemple, il est trop tôt le matin, là, mais c'est vraiment ignoble, et les enfants en font partie. Donc, quand vous consommez de la pornographie à partir de 8 ans, et de manière parfois maladive, eh ben, ça peut aussi dévier des comportements qui étaient initialement pas ceux de gens malades. Bon, écoutons un autre témoignage chez Pauline Trezer qui l'a rapporté. Elle était hier dans un des rassemblements je crois que c'était à Auch, me semble-t-il. Et elle a interrogé la voisine de Jérôme Barella qui s'appelle Nelly. C'était quelqu'un de très discret et passé inaperçu, quoi. Donc forcément... Il avait un physique très commun, on ne peut pas se douter. Et pourtant, c'est ce que je dis à tous mes proches, on se croit prêt à reconnaître les prédateurs, à reconnaître les meurtriers. Et en fait, pas du tout. Je suis vraiment tombée des nues quand j'ai su que ça se passait à Fleurance. On se dit, c'est pas possible, ça s'est pas passé à côté de chez moi. Là, c'est plus pour la colère citoyenne, en fait, que je suis là pour soutenir, bien sûr, la famille, mais surtout pour la colère. Pour montrer qu'on en a ras-le-bol et que les gens comme ça ne devraient pas circuler autour de nous, parmi nous. Et en toute impunité. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, sur les réseaux sociaux, qui essayent de les démasquer, qui essayent de les trouver grâce à des petites filles en IA. Et je pense que ce qu'ils font, c'est très très important. Finizy, Monsieur Fox, etc. Et c'est une action que la justice et que la police et la gendarmerie ne peuvent pas faire parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Et du coup, c'est vraiment un trou qu'il faut combler. Il faut que... Monsieur Macron, Monsieur Darmanin et tous les autres, la procureure, tous les procureurs, il faut vraiment qu'ils se rendent compte que c'est une action là qu'il faut vraiment entreprendre. Des gens comme ça, on ne peut pas les laisser circuler autour de nous et autour de nos enfants.